Sunday Night Production. Eliud Kipchoge, cet homme court 230 km par semaine, année après année, avec une discipline de fer. Toujours le premier à se lever, toujours le dernier à s'arrêter, il enchaîne les entraînements avec une régularité presque mécanique. Mais comment fait-il ? On pense souvent que tout est une question de mental et de volonté. Mais en réalité, ce qui différencie Kipchoge de la plupart des coureurs tient peut-être en un seul mot, la dopamine. Dans cet épisode, on va voir comment mieux stimuler cette hormone pour rester motivé, pour progresser sans jamais perdre l'envie de courir année après année. Alors prêt à hacker votre cerveau ? C'est parti. Imaginez, vous faites un voyage dans le temps qui vous plonge 20 000 ans en arrière. Vous êtes un chasseur-cueilleur dans la péninsule ibérique. Depuis des heures, vous marchez, affamé, en quête de nourriture. La fatigue pèse sur vos épaules, mais vous continuez. Puis soudain, au loin, vous repérez des traces d'animaux. Un regain d'énergie vous envahit, vos sens s'aiguisent, votre cœur bat plus vite. C'est la dopamine qui entre en jeu. Elle alimente votre motivation, vous pousse à avancer, à traquer cette proie malgré la faim et l'épuisement. Car au bout de l'effort, il y a la récompense. Votre survie. La dopamine ne vous récompense pas pour avoir trouvé à manger. Elle vous pousse à chercher, à avancer, à persévérer. Car contrairement aux endorphines, la dopamine, ce n'est pas seulement l'hormone du plaisir. C'est l'hormone de l'anticipation. Celle qui nous donne envie de poursuivre un objectif, qui nous maintient en mouvement. Sans elle, nos ancêtres seraient restés passifs, incapables d'explorer de nouveaux continents, de chasser ou de conquérir des territoires. De nos jours, il n'y a plus besoin de courir après un mammouth pour manger. Mais ce circuit est resté le même. C'est lui qui vous motive à sortir courir, à battre vos records, à progresser. Et comme autrefois, certains en ont plus que d'autres. Parfois, les plus grandes découvertes scientifiques naissent par accident. Nous sommes dans les années 1950. Un chercheur suédois, Arvid Carlsson, étudie le cerveau lorsqu'il fait une découverte surprenante. Il administre une substance à des animaux de laboratoire et soudain, ils deviennent amorphes, incapables de bouger, comme si leur moteur interne s'était éteint. Intrigué, Arvid creuse plus loin et découvre que cette substance bloque un neurotransmetteur jusqu'alors inconnu, la dopamine. Mais le plus fou, c'est ce qui se passe ensuite. Quand il injecte de la L-Dopa, un précurseur de la dopamine, aux mêmes animaux, eh bien tout change. Ils retrouvent leur énergie, leur motivation, leur mouvement. C'est grâce à cette découverte que l'on comprend que la dopamine ne sert pas juste à ressentir du plaisir, mais qu'elle est essentielle à l'action. Et en plus d'avoir rapporté un prix Nobel à notre cher ami suédois, cette avancée va révolutionner la médecine, notamment avec les traitements contre la maladie de Parkinson. Elle va aussi poser une question fondamentale. Et si la dopamine était le moteur caché derrière notre volonté d'agir ? Et pour nous les coureurs, cette question, eh bien, elle est cruciale. Du coup, on peut se poser cette question. Pourquoi certains coureurs sont-ils capables de s'entraîner jour après jour, avec une régularité quasi automatique, alors que d'autres peinent à se motiver ? La réponse, elle est toute simple, la dopamine. Mais contrairement à ce qu'on croit, cette molécule ne vous récompense pas après l'effort. Elle vous pousse à agir bien avant. Mais alors comment la dopamine influence notre motivation ? Eh bien, elle fonctionne comme un système de récompense prédictif. Quand vous vous fixez un objectif, par exemple courir 10 km le matin, votre cerveau anticipe le plaisir futur de l'accomplissement. Cette anticipation déclenche la libération de dopamine bien avant même d'avoir enfilé vos chaussures. En clair, ce n'est pas la réussite qui libère le plus de dopamine, c'est l'attente de la récompense. Avant même d'avoir commencé à courir, votre cerveau prédit que l'effort va être bénéfique. Cette attente déclenche une libération de dopamine dans une région appelée le striatum, qui joue un rôle clé dans la motivation et le comportement dirigé vers un objectif. Résultat, vous ressentez une impulsion à agir, une envie de vous lever aux aurores et d'enfiler vos chaussures. Une fois que vous avez commencé à courir, le noyau accumbens entre en jeu. C'est lui qui transforme la motivation en action en amplifiant le sentiment de satisfaction. Ce système est directement connecté au système limbique, qui régule les émotions et le plaisir. C'est ce qui explique pourquoi un bon entraînement peut vous mettre de bonne humeur après la séance.
Et plus vous courez régulièrement, plus votre cerveau associe cette activité à une sensation positive. L'hippocampe, la région de la mémoire, et les ganglions de la base vont renforcer cette habitude. Avec le temps, courir devient donc automatique, un réflexe comme se brosser les dents. La dopamine ne se contente pas d'initier une action, elle régule aussi l'effort et la persévérance. Quand vous vous rapprochez d'un objectif, tenir un certain rythme, atteindre un kilométrage précis, le cerveau libère encore plus de dopamine, ce qui entretient la motivation. Si l'entraînement est satisfaisant, le cerveau renforce ce comportement en mémorisant qu'il a été bénéfique. Mais attention, tout le monde ne produit pas la même quantité de dopamine naturellement. Et c'est là qu'on touche à une inégalité fondamentale. Nous ne sommes pas tous égaux face à la motivation. Si la dopamine est le moteur de la motivation, nous n'en produisons pas tous la même quantité. Certains ont un circuit dopaminergique qui fonctionne à plein régime, ce qui les rend naturellement plus enclins à passer à l'action. D'autres, au contraire, ont une sensibilité plus faible, ce qui rend chaque effort plus difficile à initier. Et ça, ce n'est pas une question de volonté. En effet, le niveau de dopamine dans notre cerveau dépend de plusieurs facteurs. Déjà, et comme malheureusement c'est souvent le cas, la génétique entre en jeu. Merci maman, merci papa. Certaines personnes naissent avec une plus grande sensibilité aux récepteurs de la dopamine, ce qui les rend plus enclins à chercher des défis et à persévérer. À l'inverse, d'autres ont un système dopaminergique moins réactif, ce qui peut limiter leur motivation naturelle. Bien sûr, l'environnement et l'éducation ont aussi un rôle crucial. Pour un enfant, un cadre où l'effort est valorisé renforce son circuit dopaminergique. A l'inverse, un environnement stressant ou peu stimulant peut affaiblir la capacité du cerveau à associer une action à une récompense. Il y a aussi le rôle de la santé mentale. Par exemple, l'anxiété chronique peut dérégler le système dopaminergique et entraîner une baisse de motivation sur le long terme. La dépression, un déficit en dopamine peut être une des causes de la dépression, expliquant pourquoi certaines personnes ressentent une perte totale d'envie et d'initiative. Le TDAH, trouble du dysfonctionnement de l'attention avec ou sans hyperactivité, peut aussi tout chambouler. Le cerveau des personnes TDAH ne stocke pas efficacement la dopamine et a du mal à la libérer au bon moment. C'est un peu comme si elle n'avait pas de batterie interne et qu'elle devait être branchée en permanence à une source de stimulation pour fonctionner à plein régime. Résultat, une motivation en dents de scie, une recherche constante de nouveautés et de stimulation et une difficulté à maintenir l'effort et l'attention sur le long terme quand une tâche ou un objectif devient trop répétitif ou peu stimulante. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, permettez-moi un petit mot perso, parce que je souffre moi-même de TDAH. Quand vous me regardez en interview et que vous me voyez bouger sans arrêt sur ma chaise et parfois même mélanger mes mots, eh bien, c'est que la partie visible de l'iceberg. Le cerveau d'un TDAH cherche constamment à s'activer. Et ça, d'une certaine manière, c'est aussi une force dans plein de domaines. Par exemple, dans les suivis de course, vous avez dû le remarquer, mais j'ai presque une énergie illimitée. Dans la production de podcasts, parce que je crée beaucoup en peu de temps. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Des phases de démotivation brutale, où la dopamine chute en flèche et je ne suis plus capable de rien. Des difficultés à maintenir de la concentration sur tous les sujets qui ne me stimulent pas. Une surcharge mentale parfois insupportable, parce que le cerveau ne s'arrête jamais de penser. Il cherche toujours la prochaine stimulation. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de TDAH dans les milieux artistiques, parce que ça favorise la créativité. Le problème, c'est que c'est aussi épuisant. C'est un peu comme si vous laissiez le moteur de votre voiture tourner en permanence à l'arrêt dans votre garage. Juste au cas où, vous devriez redémarrer à tout moment. Au début, ça fonctionne, mais à force, ça use, c'est même épuisant. Et je sais que parmi vous, il y en a aussi qui ressentent la même chose. Peut-être même sans le savoir. Et en parlant aujourd'hui de ça, mon but, c'est aussi de mettre des mots sur ce que vivent certaines personnes au quotidien. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Si parfois vous n'avez aucune envie de vous entraîner, ce n'est pas forcément un manque de volonté ou de la fainéantise de votre part.
Parfois, c'est juste votre cerveau qui ne produit pas assez de dopamine à cet instant précis. Et c'est totalement normal. On n'a pas tous le même niveau de motivation ni le même fonctionnement cérébral. C'est pour ça qu'il est essentiel de ne pas se comparer aux autres. Ce qui semble facile pour certains peut être un vrai combat pour d'autres. L'important, ce n'est pas d'être toujours motivé, c'est d'apprendre à comprendre son propre rythme et à travailler avec et pas contre. Parce que dans le sport, on entend souvent cette phrase « si tu veux, tu peux ». Mais à mon sens, ça ne prend pas en compte les différences biologiques et neurologiques. Moi, je préfère la nuancer avec cette phrase « quand on peut, on veut ». Parce qu'un coureur motivé n'est pas forcément plus fort mentalement qu'un autre. Son cerveau répond aussi peut-être mieux aux signaux de la dopamine. A l'inverse, quelqu'un qui est très fatigué, stressé, voire même en dépression, ne manque pas de volonté. Il manque juste de carburant cérébral. Il faut être honnête, dans le milieu sportif, on a tendance à croire que l'activité physique peut tout résoudre, y compris la santé mentale. Oui, courir peut aider à produire plus de dopamine et améliorer l'humeur. Mais non, ça ne suffit pas toujours. Certaines personnes ont un déficit en dopamine qui nécessite un suivi médical. Et leur dire de se bouger peut être contre-productif. Mais heureusement, dans la plupart des cas, il est possible d'optimiser son circuit dopaminergique et booster sa motivation, et ça, naturellement. On vient de le voir, si certaines personnes ont naturellement un circuit dopaminergique plus efficace, il est tout à fait possible d'optimiser son fonctionnement pour améliorer la motivation, la discipline et l'envie d'agir. Comment ? Eh bien déjà en comprenant un principe clé. Le cerveau est une machine d'apprentissage et d'adaptation. Plus vous le conditionnez à trouver du plaisir dans l'effort et plus il produira de dopamine pour vous encourager à continuer. Mais du coup, concrètement, comment ça fonctionne chez les plus grands champions ? Et qui de mieux qu'Eliud Kipchoge pour en parler ? Kipchoge, c'est l'incarnation absolue du coureur inarrêtable. C'est simple, il a tout gagné. Des titres sur piste, une collection de médailles d'or sur les marathons majeurs et il a détenu un bon nombre de records du monde. Clairement, ça fait longtemps qu'il aurait pu se reposer sur ses exploits et prendre une retraite bien méritée. Mais non, année après année, il continue à s'entraîner avec la même rigueur et la même discipline de fer. Mais comment est-ce possible ? Eh bien la clé, c'est que Kipchoge ne fonctionne pas comme vous et moi face à la motivation. Il a hacké son cerveau pour ne plus dépendre de la motivation instantanée. D'abord, Kipchoge ne court pas pour les récompenses immédiates. Beaucoup de coureurs ont besoin d'un record perso ou d'une médaille pour ressentir un shoot de satisfaction. Eliud, lui, trouve du plaisir directement dans l'entraînement. Son cerveau ne cherche pas une gratification rapide, il est programmé pour tirer de la dopamine dans le processus lui-même. Ensuite, il a transformé la régularité en une force absolue. Il court en moyenne 200 km par semaine, toujours aux mêmes horaires, en suivant la même routine et les mêmes cycles d'entraînement. Pas de place pour l'hésitation, pas besoin d'attendre d'être motivé pour aller s'entraîner. Il suit son plan, point barre. Et surtout, il joue sur le long terme. Il sait que la motivation, c'est comme une batterie. Si on la vide trop vite, elle ne tient pas. Au lieu de toujours chercher un pic de dopamine, il a appris à stabiliser son circuit de récompense pour garder une motivation durable et plus diffuse. Et c'est ça son véritable hack, ne plus dépendre des pics de motivation, mais installer un système où sa discipline lui génère naturellement du plaisir. En réalité, ce qui fait la force de Kipchoge, ce n'est pas juste son talent, c'est son système. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous en inspirer pour faire pareil. On l'a vu, Eliud Kipchoge ne se demande jamais s'il a envie de s'entraîner. Il suit son rythme sans se poser la question. Mais ça ne veut pas dire qu'il se force chaque jour. Il a simplement intégré la course dans son mode de vie. Et on peut faire pareil. Par exemple, plutôt que d'attendre le bon jour ou la météo parfaite, fixe-toi un petit rituel simple autour de tes entraînements. Ça peut être courir aux mêmes horaires, avoir une routine pré-run. L'important, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être régulier et constant. Pareil, Kipchoge ne s'entraîne pas en mode automatique. Chaque séance a un objectif clair, qu'il s'agisse d'un footing de récupération, d'une sortie longue ou d'un entraînement au seuil. Avant chaque séance, toi aussi, tu peux te demander pourquoi tu cours aujourd'hui. Est-ce pour récupérer, pour travailler ton endurance fondamentale ou améliorer ta technique ? Avoir un objectif précis évite de tomber dans l'ennui ou la démotivation.
Tu dois aussi apprendre à aimer les séances lentes et faciles. Kipchoge passe 80% de son temps à courir en endurance fondamentale à des allures très lentes. Il ne cherche pas à exploser ses records à chaque entraînement. Alors ne culpabilise pas de faire une séance facile. Ce sont ces entraînements tranquilles qui construisent ton endurance. Mais surtout, un dernier conseil. Attention au piège de la dopamine facile, car ça, c'est vraiment le mal du siècle. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la dopamine est surstimulée par des récompenses immédiates mais artificielles. Et le sport n'échappe pas à ce phénomène. Les réseaux sociaux, par exemple, nous fournissent de la dopamine facile. Les plateformes comme Instagram, TikTok ou encore Strava sont conçues pour activer les mêmes circuits de récompense que le sport en lui-même. Le problème, c'est que ces récompenses sont immédiates et faciles, contrairement à l'entraînement qui demande, lui, des semaines d'efforts avant de voir des résultats. Et quand votre cerveau est habitué à des shots rapides de dopamine, comme les likes, les kudos, les vidéos courtes, eh bien il devient paresseux. Il préfère une récompense immédiate plutôt qu'un effort comme une séance de course à pied. Pour éviter ce problème, certains athlètes font une dopamine détox. L'idée, réduire ou supprimer temporairement les sources de gratification immédiate, comme les réseaux sociaux, YouTube ou les séries, pour réentraîner leur cerveau à trouver du plaisir dans l'effort en lui-même et non dans les récompenses artificielles. Et ça fonctionne très bien. Pourquoi ? Parce que notre cerveau s'habitue à aller chercher la dopamine là où elle est le plus facile à obtenir. Si on est constamment stimulé par des likes, des notifications, on peut finir par perdre la motivation intrinsèque. La dopamine détox permet donc de réajuster ce circuit et de retrouver du plaisir dans des efforts plus longs et plus profonds comme l'entraînement. En résumé, oui, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour être plus motivé à courir, en transformant l'effort en habitude, en célébrant la progression, en étant bienveillant avec vous-même et en restant connecté au plaisir de l'action. La dopamine est comme un muscle, plus vous l'entraînez, plus elle devient un allié puissant. Si vous deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est que la motivation n'est pas qu'une question de volonté. Elle est aussi une question de chimie cérébrale et vous pouvez influencer cette chimie. Parce qu'au fond, la dopamine, c'est juste votre cerveau qui vous dit « Continue, tu es sur le bon chemin ». Alors la prochaine fois que vous hésitez à sortir courir, écoutez cette voix intérieure. Celle qui sait que le plus dur, c'est juste de franchir le pas de sa porte et de commencer à courir. Ensuite, le plaisir vient tout naturellement. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. À bientôt! Merci d'avoir écouté ce programme jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous afin d'aider un ami à mieux comprendre son corps et à améliorer son bien-être. Je suis Guillaume Centracchio, interprète de ce programme pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine!